on m'a invité pour présenter la présentation de ce soir en toute transparence. La thématique de 100 degrés était liée à simplifier nos modes de consommation. Mais moi, je travaille à la Coalition québécoise sur la problématique du poids où on travaille sur les environnements favorables. Mais j'ai aussi un passé de nutritionniste clinicienne, donc j'ai conseillé des gens dans l'individu. Je vous ai créé une formule hybride qui pouvait satisfaire les deux mondes, donc ce qui m'était commandé, et ce avec quoi je suis confortable. Et j'ai décidé d'y aller avec la question, est-ce qu'on peut manger sainement? Est-ce que ça peut être simple et agréable de manger sainement? Et pour vous casser le punch tout de suite, bien, la réponse c'est oui. Mais c'est oui, mais pas toujours, puis pas pour tout le monde. Donc, c'est ce qu'on va voir ce soir. Et sur le dessus, c'est ma fille lorsqu'elle était petite, parce que c'est toujours charmant de commencer avec une enfant. Ça nous attire de la sympathie. Alors, j'ai décidé de commencer comme ça. Donc, la Coalition Poids, je ne sais pas si vous nous connaissez. On est un projet de l'Association pour la santé publique du Québec qui fait de l'influence politique. Donc, nous revendiquons des politiques publiques, des lois, des règlements au niveau provincial, fédéral, mais aussi de la politique scolaire et municipale. Donc, on s'insère vraiment dans l'action politique. On a la chance de compter sur l'appui de plus de 525 partenaires, dont 126 organismes. Donc, on rejoint quand même un bassin de gens très intéressants qui appuient une série de revendications, dont une partie est liée à la saine alimentation et aux environnements favorables à la saine alimentation. Donc, notre objectif est très simple. C'est le même qu'on partage, en fait, avec beaucoup de gens ici. C'est que bien manger et bouger davantage, ça devienne plus facile et que ça soit attrayant pour les Québécois. Alors, bien manger, c'est quelque chose qui se définit de différentes façons, qui a différentes visions. Alors, j'ai décidé de prendre la définition très classique, qui est celle du ministère de la Santé dans la vision de la saine alimentation. Et ils définissent la saine alimentation comme étant un ensemble d'habitudes ou de comportements qui vont permettre de maintenir ou d'améliorer la santé. Donc, bien manger, c'est ça. Mais concrètement, ça donne quoi? Ça donne différentes visions des choses et plusieurs organismes ont décidé de proposer des assiettes santé pour essayer de montrer à quoi ça pouvait ressembler une assiette qui est équilibrée. En général, les gens se rejoignent, donc beaucoup de fruits, de légumes, presque la moitié de l'assiette pour ça, un peu de féculents, un peu de protéines. Donc, c'est des schémas qui peuvent donner des indices à la population. Mais, bien sûr, il y a des composantes, il y a des dimensions particulières à l'alimentation. Donc, bien sûr, c'est vital. Donc, si on ne mange pas, qu'on n'a pas d'eau, de vitamines, de minéraux, bien, on va mourir. Il faut de l'énergie, mais il n'en faut pas trop. Et ça, c'est un autre défi parce que dans notre société de Québécois, lorsqu'on fait des rencontres sociales, c'est presque toujours pour aller boire un verre, pour manger, s'inviter à souper, aller prendre un café, on va au resto. Donc, ne pas manger ensemble, c'est quelque chose qu'on ne fait pas si souvent comme Québécois. Et on veut évidemment des aliments qui sont salubres. Ils ont un rôle social très important, comme je viens de le dire, une identité culturelle également qui est liée à l'alimentation. Et en plus de ça, on nous demande de plus en plus de penser à l'alimentation de façon durable, donc pour ne pas avoir d'impact sur notre environnement, sur la planète. Donc, l'alimentation, ça regroupe quand même plusieurs dimensions, plusieurs éléments. Puis là, je commençais par le bout un peu plus rude. On va aller dans le concret avec ça. Mais si on le simplifie, c'est donc de consommer une variété d'aliments selon une fréquence et une quantité qui est favorable à la santé. Donc, il y a des aliments qu'on peut manger tous les jours, il y en a qu'on mange moins souvent, puis il y en a qu'on mange vraiment rarement. Fait que c'est comme ça que le ministère présente la saine alimentation. Je vous dis ça tout simplement parce que je pense qu'en général, tout le monde le sait, c'est quoi bien manger, que ça ressemble à peu près à ça. Mais ce n'est pas toujours facile à faire. Et pour atteindre cette saine alimentation-là, cette assiette équilibrée qu'on vise, bien, cuisiner, c'est un atout. Et on le voit de plus en plus vraiment au niveau du public. C'est quelque chose qui est à la mode. Donc, on incite les gens à développer leurs compétences alimentaires, leurs compétences culinaires. On voit de plus en plus de spectacles presque de cuisine, donc de concours à la télé. Les Netflix de ce monde regorgent d'activités. Mais pour nous, dans le public, dans la vraie vie, cuisiner, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est un plaisir, vraiment?
un passe-temps, quelque chose qui est passionnant, ou c'est plutôt une corvée, quelque chose qui est long, quelque chose qui est compliqué parfois parce qu'on n'a pas assez de compétences de base ou parce qu'on se met des attentes très, très élevées pour ressembler à ce que peuvent produire les émissions, les chefs. Donc, oui, c'est un atout, c'est certain, mais c'est pas vrai que c'est facile pour tout le monde. Et une des raisons pour laquelle c'est pas facile pour tout le monde, c'est la cuisine du quotidien. Donc oui, la cuisine du samedi soir, c'est peut-être un plaisir puis un passe-temps, mais le soir, la semaine, pour beaucoup de gens, c'est plutôt un stress, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on mange? Et ça repose beaucoup encore, bien que de moins en moins vrai, sur la maman ou sur la femme, de moins en moins vrai, ce qui est une très bonne nouvelle, mais ça reste une certaine pression. Donc, c'est « Ah, il faut que je fasse à manger encore ce soir ». On n'est pas dans le plaisir. Il y a aussi les attentes. Donc, on sait qu'il faut cuisiner, il faut manger en famille, mais dans la vraie vie, on va avoir cuisiné très, très longtemps, puis ça ne ressemblera pas à ce qu'on voit sur l'image d'une maman qui est enchantée, qui se fait embrasser par son enfant. Dans la vraie vie, ça ne ressemble pas toujours à ça, c'est des dégâts, et c'est plus long, puis on voudrait produire. Donc, c'est pas toujours aussi beau que ce qu'on voudrait faire. Puis, on peut cuisiner très longtemps pour nos proches. On veut manger un beau repas de famille où tout le monde se parle, puis finalement, ben c'est des chicanes, puis ils boudent les légumes. Donc, des fois, ça va bien. Des fois, on est heureux. Mais des fois, c'est ça. Et ça fait partie, donc, de nos motivations au quotidien. Et ça fait aussi partie des facteurs qui fait que la simplicité qui nous est promise par l'industrie, elle est intéressante, veut pas. Donc, on nous offre des alternatives toujours prêtes. 24 heures sur 24, on peut aller se commander quelque chose. Le marketing est intensif. Les produits sont pas chers. Il y a toujours un rabais. On les reçoit même à notre porte. Chez nous, on nous promet le bonheur et on nous dit « ne cuisinez pas ». Donc, on a le goût de les écouter de temps en temps. Il y a certains soirs où on a le goût de les écouter. Et en plus de la simplicité, l'industrie nous propose souvent de la praticité. Donc, des mets qui sont pratiques, qui sont très vite faits, donc si j'arrive plus tard le soir du travail. Et malheureusement, la plupart de ces aliments-là qui nous sont proposés par l'industrie sont peu intéressants au niveau nutritionnel. Et c'est les aliments qu'on va appeler comme étant les aliments qui sont ultra transformés. Donc, des aliments ultra transformés, ceux qui ne connaissent pas le vocable, on peut résumer ça en étant des aliments qui sont fabriqués avec des ingrédients que vous ne pourriez pas avoir dans votre garde-manger. Donc, des produits qui ont des noms un peu chimiques là, dans la liste d'ingrédients, des sorbates de potassium, puis toutes sortes de noms comme ça que si vous vouliez en acheter pour fabriquer la recette, bien, vous ne pourriez même pas acheter ces molécules-là pour fabriquer les ingrédients. Et de nos jours, donc ces produits-là qu'on achète dans des boîtes très jolies en épicerie, bien, ça représente la moitié des calories qu'on consomme. Donc, ce n'est plus vrai qu'on mange une alimentation qui est essentiellement basée sur des produits de base ou les produits de nos producteurs locaux. La moitié, donc, de notre panier d'épicerie, ce sont ces boîtes pratiques et simples qui sont vendues par l'industrie. Et c'est un des éléments qui a beaucoup changé à travers le temps. Donc, on sait que dans les années 50, là, je remonte assez loin parce que, suite à la guerre, la Deuxième Guerre, les femmes sont allées un peu plus sur le marché du travail, ce qui est une excellente chose, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Mais ça apporte aussi des conséquences ou des changements au niveau social. Et parmi ces changements-là, bien, la simplicité, la praticité ont pris plus d'intérêt. Et maintenant, donc, on est passé de 24 des achats alimentaires dans les années 50 qui étaient des aliments ultra transformés à 54 %. Donc, une grande transition vers les produits tout faits s'est opérée dans les dernières décennies chez nous, au Canada. Donc, ce qui est très triste, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est que ces produits-là, c'est vraiment des produits qui sont associés à une alimentation de moins grande qualité et qui vont venir conduire à des problématiques de santé comme les maladies chroniques, comme l'obésité au Québec. Donc, une des raisons pour laquelle cet enjeu-là nous touche, c'est que la croissance de l'obésité, elle continue d'augmenter. Et on est 4 millions d'adultes en surpoids ou obèses au Québec et près de 100 000 jeunes également. Donc, on est très nombreux. C'est plus de la moitié
de notre population qui a un surplus de poids. Et quand ça arrive, ça, ce type de phénomène-là, on ne peut pas dire que c'est la faute d'une personne qui n'est pas raisonnable, puis qui ne fait pas son travail, qui ne fait pas ses bons comportements, qui ne bouge pas assez, qui ne mange pas assez bien. Quand la majorité d'une population a un problème, on sait qu'il y a un problème quelque part dans l'environnement où baigne cette population. Et comme nutritionniste, et il y en a plusieurs, bien, on va donner des conseils à l'individu pour pouvoir mieux manger. Et tous les conseils que j'ai mis ici, c'est vraiment des bons conseils. Donc, si vous êtes capable de les appliquer, faites-le. C'est vraiment des très bons conseils pour vous. Mais il y a un mais. Le mais, c'est que je ne connais pas votre contexte à vous. Donc, si j'étais tout seul avec vous dans un bureau, je pourrais personnaliser l'information en fonction de vos besoins. Là, je vous donne des conseils généraux, mais qui ne s'appliquent peut-être pas à votre réalité ou qui sont peut-être même impossibles à faire dans votre situation. Il y a aussi un mais qu'il y a certaines de ces tâches-là qu'on propose à l'individu de faire et qui finissent par faire un gros fardeau qui ne devraient pas appartenir à l'individu, qui devraient être une responsabilité de l'État. Et je vous en donne quelques exemples. Donc, parmi les conseils là, classiques, je suis certaine que vous les avez déjà entendus, si on veut manger sainement, un des bons conseils, c'est de consulter les spéciaux des circulaires pour finalement bâtir notre menu de la semaine et planifier nos repas en fonction de ce qui est le moins cher, de ce qui est idéalement local, et on se base sur ça pour faire notre liste d'achats. Et lorsqu'on fait notre liste d'achats, bien, ça nous permet des choses. Ça nous permet d'économiser de l'argent parce qu'on va moins acheter d'aliments ultra-transformés qui ne sont pas déjà sur notre liste. On va également avoir moins de gaspillage alimentaire, moins d'oubli, donc on va y aller moins souvent à l'épicerie. Donc ça, c'est vraiment la base. Planifier, c'est un conseil que vous allez entendre de façon très régulière. Mais parallèlement, parce qu'on veut une alimentation qui est de plus en plus durable, on vous demande aussi de privilégier le biologique, le local, le végétal plus que la viande. Puis sans emballage de plastique, idéalement pas de styrofoam non plus, des produits équitables. Et donc, tout ça doit rentrer dans l'opération de la planification de mon repas de la semaine, ce qui devient quand même assez lourd pour l'individu. Puis on peut se demander comment ça se fait qu'on accepte encore que se vendent des produits, par exemple, qui ne sont pas équitables, qu'on sait qu'ils vont exploiter des producteurs dans des champs et on tolère que ce soit vendu. Donc, il y a certains de ces aspects-là qui ne devraient pas nécessairement être sous votre fardeau à vous, puis peut-être plus relever du politique, en fait. Surtout les emballages, là, on s'entend-tu, le plastique numéro 6, c'est pas à nous de le regarder, il ne devrait pas exister. Donc, il y a des choses qui relèvent vraiment de la politique publique et qui ne relèvent pas de l'individu. Mais on vous le demande, donc faites tout ça. Et aussi, bien, quand vous cuisinez, n'oubliez pas d'en faire plus. Plus de portions, il faut en faire beaucoup. Puis, idéalement, avec vos enfants, parce qu'il faut transmettre les compétences culinaires à nos enfants. Puis après ça, bien, il va falloir manger tout ça en famille, sans écran. Puis tout le monde va devoir être calme. Donc, c'est tous des excellents conseils que moi-même, comme nutritionniste, je pourrais vous donner. Mais ça devient lourd. Ça devient lourd. Et chacun a ses trucs personnels qui vont fonctionner. Moi, mon truc personnel, c'est la photo qu'il y a là. Donc, moi, chez moi, mon truc pour réussir à planifier à peu près, et j'ai pas toujours 7 repas sur mon calendrier, mais j'ai ça sur mon frigo. Et par catégorie de couleurs, c'est des types d'aliments. Donc, par exemple, le bleu, c'est des poissons. Donc, si j'ai un poisson spécial en circulaire, je vais sortir tous mes bleus, je vais savoir, je vais choisir qu'est-ce que je veux mettre comme repas parce que j'oubliais mes recettes classiques que les enfants aiment sans trop chialer, puis je les oubliais. Fait que là, j'ai toujours mon bucket, j'ai mon panier de recettes et je les insère. Et quand les enfants arrivent de l'école, qu'est-ce qu'on mange? Ils n'ont pas besoin, ils vont voir sur le tableau. S'ils ont à négocier un des repas de la semaine, bien, ils le font tout de suite. Ils vont switcher, donc, ou ils vont me demander quelque chose, ils vont préparer eux-mêmes le dimanche pour le suivant. Donc, moi, ça a été mon outil à moi. Peut-être que chez vous, ça serait la pire idée. Donc, chacun, on doit trouver ce qui fonctionne dans notre contexte. Mais parallèlement à ça, ce qu'on aimerait donc, c'est pour que ça devienne plus simple, que nos environnements soient mieux faits. Donc, que ce soit d'emblée plus simple et plus agréable. Et je vous ai mis un saumon juste parce qu'on n'est pas des saumons. Ça, c'est un des constats que j'ai fait.
comme professionnels. Et on n'est pas toujours capable, nous, de ramer à contre-courant des tonnes de kilomètres pour retourner dans notre rivière natale. Donc, ramer à l'envers, l'humain se tanne et se retourne de bord et suit le courant. Et le courant, malheureusement, c'est des spéciaux sur des produits qui sont peu intéressants au niveau nutritionnel, qui sont omniprésents et qui sont, auxquels on est constamment exposé. Donc, nos environnements contribuent à nous faire des choix moins intéressants et parfois l'accès aux aliments sains n'est même pas possible. Donc, tout simplement, vous voudriez sur la route arrêter, consommer des aliments sains. Des fois, ils ne sont même pas présents. Alors, ce qu'on espère à la coalition, mais aussi, je sais, beaucoup d'ambassadeurs 100 degrés le font également, c'est d'obtenir des milieux qui sont plus favorables à la saine alimentation. Et qu'est-ce que ça veut dire, un milieu favorable? C'est un milieu que, d'une part, les aliments sains vont être présents, ils vont être visibles, ils vont être attrayants, parce qu'on peut bien avoir l'aliment sain, mais s'il est sur la tablette du bas, que personne ne commande jamais puis qui flétrit, il ne sera pas vendu ou il ne sera pas consommé. Donc, il doit être en position intéressante. Ça doit aussi être des produits qui sont accessibles au plan économique. Et parallèlement à ça, bien, on doit avoir les autres choix qui seraient moins intéressants pour la santé, qu'on veut prendre moins souvent. Ils doivent être moins visibles, puis ils doivent être aussi moins avantageux au niveau du coût. Donc, on veut vraiment aller transformer, moduler notre environnement pour que le choix sain soit le plus facile. Puis encore une fois, j'ai mis ma fille pour aller chercher un capital de sympathie. Donc, Lauriane sur la fontaine d'eau. Donc, quand on les a, ces fontaines-là, l'enfant, d'emblée, va vouloir consommer de l'eau. Si on les a pas, quand vous allez arriver au dépanneur, parce qu'un Québécois sur 2 nous dit que c'est plus facile de trouver des boissons sucrées que de trouver de l'eau, bien, vous allez arriver au dépanneur pour choisir. Et puis là, bien, vous allez avoir évidemment de l'eau, mais dans du plastique. Et aussi les boissons. Et ce que votre enfant va vous demander, ce ne sera pas nécessairement le produit que vous auriez aimé qu'il consomme. Donc, dans les modifications qu'on soutient, qui seraient les plus prometteuses pour pouvoir avoir des environnements, des milieux de vie qui sont plus favorables à la saine alimentation, bien, il y a d'abord l'offre alimentaire municipale. Donc, quand on veut une municipalité qui offre des aliments. Ce n'est pas toutes les municipalités qui le font, mais lorsque la municipalité offre des aliments, on souhaite et on espère que ce soit des aliments sains qui sont savoureux et appropriés au contexte de consommation. Ce que ça veut dire, c'est que dans un aréna, on peut bien proposer des salades, mais quand il fait moins 10, consommer la salade dans un estrade, ce n'est pas nécessairement le produit qui va se vendre. Donc, on doit réfléchir aussi dans le contexte que j'ai, qu'est-ce que les gens ont envie de manger. Ils ont peut-être froid, ils ont peut-être envie de plus de boire une soupe ou d'aller vers un autre produit. Donc, on doit réfléchir à quel aliment on offre, même s'ils sont plus banals. Et ces aliments-là, ils doivent donc être mis vraiment en vedette. On le sait, ça fonctionne. Si vous offrez des crudités, s'ils sont n'importe où dans votre offre alimentaire, vous en vendrez peut-être pas tant. Mais lorsqu'ils sont au comptoir caisse, l'endroit où on mettrait les bonbons, normalement, ben là, ils partent. Puis le panier de pommes aussi, il part. Donc, la façon dont on présente les produits va beaucoup influencer la rentabilité que vous allez obtenir avec les aliments sains. L'accès physique et économique aux aliments sains aussi pour les citoyens, donc le réfléchir de façon territoriale, ça, je sais que c'est quelque chose dans lequel vous êtes généralement assez performant. Et les conditions gagnantes qu'on a observées d'un endroit à l'autre pour réussir à faire ces changements-là au niveau municipal, c'est vraiment d'inscrire tout ça dans une volonté politique. Donc, si le politique n'est pas impliqué dans cette amélioration municipale à aucun niveau, bien, on peut voir que c'est des changements qui vont moins persister, qui vont durer moins longtemps. Les changements qu'on opère dans des offres alimentaires aussi, lorsqu'ils sont faits de façon progressive, ils vont être beaucoup plus efficaces que si c'est un virage qui est très drastique. Donc, on voit que ça se maintient beaucoup plus dans le temps. La stratégie de communication et de marketing, elle est essentielle. Donc, souvent, on ne va pas y accorder beaucoup d'attention, alors que c'est vraiment quelque chose qui contribue au succès des changements d'offres alimentaires. Donc, de faire déguster les nouveaux produits qu'on va offrir de façon gratuite, de présenter, d'impliquer les consommateurs, ça fait partie des facteurs de succès.
Lorsque, comme on m'apprenait tout à l'heure dans votre milieu, il y a un soutien financier aussi à des initiatives de la sorte, c'est quelque chose qui vient beaucoup aider. Des fois, c'est pas grand-chose, c'est quelques dollars pour un petit réfrigérateur ou pour un panini si on est plus dans une installation comme un aréna. Puis des fois, c'est les outils de jardinage ou c'est un autre type de matériel, mais un petit soutien de base vient faire toute la différence. Et un comité de suivi. Donc, il y a un suivi ou un mécanisme qui prévoit une révision de ce qu'on est en train de faire, si ça fait partie des facteurs de succès. La Coalition Emploi, au niveau des municipalités, on a décidé de développer également un outil qui est complètement gratuit. Donc, tout peut être téléchargé en ligne, imprimé, utilisé localement pour mettre l'eau en valeur. Donc, on sait que les fontaines d'eau, ça peut être quelque chose qui va être dispendieux pour une municipalité. Ce n'est pas toutes les villes qui veulent rajouter des fontaines d'eau et des points d'accès à l'eau, mais minimalement, si on met en valeur celles qui existent déjà dans nos organismes communautaires, dans nos commerces, dans nos édifices municipaux et qu'on rend accès aux citoyens à ces fontaines-là, c'est quelque chose qui est très porteur. Et donc ça, c'était un partenariat qu'on a fait, le J'ai soif de santé dans ma municipalité, avec le CIS de Lanaudière et leur plateau Lanaudois intersectoriel. Et vraiment, on a réussi à créer des réseaux d'eau et des cartographies en ligne. Et sur le site Soif de santé, tout est accessible de façon complètement gratuite. Vous pouvez créer vos propres cartes, ça ne coûte pas un sou. Et les citoyens y ont accès par la suite quand ils ont besoin d'une fontaine d'eau. Pour contrer ce que je vous disais tout à l'heure, quand on recherche de l'eau, quand on veut de l'eau, souvent, elle n'est pas toujours disponible dans nos lieux publics. J'ai soif de santé, ça s'établit dans tous les milieux autour de l'enfant. Donc, c'était les milieux comme l'école, le camp, la garderie, la ville et également la maison. Et un des projets qu'on a fait, c'est vraiment le bout plus rendre attrayant les aliments sains. Dans ce cas-ci, c'est l'eau. Donc, on a créé le défi Chin-Chin pour les écoles primaires et c'est un défi très, très simple où les enfants vont festoyer finalement avec l'eau. On va faire insérer des gourdes d'eau dans la boîte à lunch sans dire de retirer les autres breuvages, mais juste insérer la gourde d'eau. Des fois, il y a des breuvages qui disparaissent par manque d'espace. Puis les enfants, ils vont simplement trinquer ensemble avec l'éducateur, faire une fête et toutes sortes d'activités gratuites sur cette thématique-là. On est à la 3e année, les inscriptions sont en cours. La première année, il y a eu 30 000 enfants, la deuxième année, 60 000. On est dans les 18 régions et là, il y a déjà 20 000 inscrits, on vient d'ouvrir. Donc, vous êtes bienvenus pour vos écoles primaires si vous voulez participer. Les trousses d'activités sont gratuites et c'est vraiment pour rendre l'eau agréable et plaisante aux yeux des enfants. Au niveau de l'école, bien sûr, il y a aussi un rôle possible au niveau des compétences alimentaires et culinaires. Tout à l'heure, je vous disais que les parents ont un rôle pour transmettre ces savoirs-là, mais ils ne peuvent pas nécessairement porter tout le poids sur leur épaule. Et l'école a beaucoup de possibilités de le faire. Il y a beaucoup d'écoles dans votre région aussi qui le font déjà, donc avec les jardins éducatifs, avec les compétences culinaires, les cours, les ateliers de cuisine dans les services de garde scolaire ou même en classe. Donc, c'est des véhicules éducatifs. Donc, l'école vient jouer un rôle important à ce niveau-là. J'ai soif de santé, on a aussi quelques outils pour la maison, donc pour rendre l'environnement de la maison, l'environnement familial aussi favorable au niveau de la saine hydratation. Et parmi les outils qui sont disponibles sur soifdesanté.ca, on propose quelques idées pour penser à boire plus d'eau. Donc, des choses bien simples, juste d'avoir un pichet rempli d'eau dans le réfrigérateur. Ce que l'on voit en premier, c'est les choses souvent qu'on va avoir tendance à consommer. Donc, lors des repas, est-ce que le pichet est sur la table, par exemple, comme tel? Est-ce qu'on pense à apporter une bouteille d'eau quand on quitte la maison? Est-ce qu'on a un tiroir où les enfants peuvent avoir accès eux-mêmes à la bouteille d'eau ou ils doivent nous demander la permission parce que c'est dans l'armoire du haut? Donc, d'essayer de faciliter ces choses-là. Et comme on vous a bien reçu tout à l'heure, d'ajouter des morceaux de fruits, de légumes pour aromatiser l'eau, des fines herbes, c'est vraiment des éléments qui peuvent contribuer à rendre l'eau plus attrayante pour certaines personnes. Et dans le temps des fêtes, c'est une formule qui est très gagnante sur vos tables. Les gens prennent moins d'alcool, ils ont moins mal à la tête, tout le monde est content. Donc, c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine. Donc, on a des recettes aussi sur le site, des propositions pour vous. Fait que si je résume un peu tout ça,
Si on veut délaisser davantage les aliments ultra transformés, c'est sûr que l'idéal, c'est effectivement de cuisiner autant que possible. Donc, dans la réalité, dans votre contexte qui vous appartient, il existe vraiment beaucoup d'outils qui permettent aussi de faire des repas très rapides, les soirs de semaine en particulier. Et il faut aussi simplifier nos attentes par rapport à ça. Donc, est-ce qu'une omelette, c'est un repas? Ben oui, si on l'accompagne de légumes, on n'est pas obligé d'avoir toujours des repas très compliqués pour manger sainement. Donc, une des clés, c'est vraiment celle de cuisiner. Et l'autre clé, vraiment, pour moi, c'est d'abord de soutenir les revendications collectives parce que je pense qu'on y a droit à ces environnements-là qui ne nous rendent pas malades puis qui nous rendent en meilleure santé, qui nous simplifient la vie. Et d'autre part, parallèlement à ça, en les attendant, de miser sur le plaisir. Donc, on a plusieurs activités culinaires qui nous permettent d'expérimenter, culinaires et alimentaires, qui permettent d'expérimenter le plaisir de la saine alimentation. Donc, se gâter, ce n'est pas nécessairement avec un gâteau. Se gâter, ça peut être de visiter un agriculteur, d'aller faire des découvertes sur sa ferme. Il y a beaucoup de zones de tourisme gourmand dans votre région. Là, Québec Vacances, il y en avait déjà 9 sites qui vous invitent à visiter très, très près. Donc, d'aller donner un nom, justement, ça peut être quelque chose qui est intéressant, de vraiment rencontrer la personne qui produit nos aliments. De faire les achats au marché aussi lorsque c'est possible. C'est sûr que là, on est l'hiver, c'est moins intéressant, mais juste de profiter des odeurs et des couleurs que ça nous rend accessibles, ça peut être un plaisir pour beaucoup de gens. Cuisiner, ça peut être lourd pour certaines personnes, mais lorsqu'on le fait avec des amis ou avec la famille, c'est un moyen aussi, là, les cuisines collectives, on peut les faire chez nous. Moi, c'est ce que j'ai fait plusieurs années avec des copines. Donc, ça nous prend une journée, mais après, pendant un mois, on a des choses pour cuisiner. Puis, ce que je sais faire, moi, comme habileté, je peux lui montrer et vice-versa. Donc, ça permet de joindre l'utile à l'agréable. Jardiner, la même chose, explorer des nouveaux aliments, faire des ateliers culinaires, le défi de Chin-Chin. Donc, de vraiment y aller dans le plaisir le plus possible pour découvrir. Et là, je suis disponible pour vos questions.